Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Diplomate Club des Nations. Le 20 mars de chaque année, l'espace francophone célèbre la journée internationale de la francophonie de l'avenir. C'est le thème choisi cette année. Pour en parler donc, nous recevons ce soir l'ambassadeur Guy Nestor Itoa, ancien chef de mission diplomatique du Congo à Paris en France, en qualité de chargé d'affaires AI et représentant personnel AI du président de la République auprès de l'OIF, dont le siège est à Paris en France. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bourongon. Et bienvenue une fois de plus à l'émission Les Diplomates. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à votre plateau. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À tout de suite pour la suite de l'émission. La francophonie, c'est aussi environ 300 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Monsieur l'ambassadeur, quelle a été votre mission en tant que représentant personnel AI du président de la République auprès de l'OIF? Je l'ai rappelé, je l'ai dit au début de l'émission. Notre mission auprès de la francophonie était une mission de représentation et de participation aux activités organisées par la francophonie et pour l'intérêt de notre pays et de tous les autres États membres. Mais avant d'aborder la thématique qui nous réunit ce soir, alors sur le 52e anniversaire de la francophonie, est-ce qu'on peut parler un peu de l'origine de la francophonie dont Léopold Sédar Senghor était parmi les fondateurs? La francophonie, au départ, était une organisation simplement culturelle. Et aujourd'hui, la francophonie a des vocations qui ont largement évolué. Et la francophonie, en sus de sa dimension culturelle, touche aux questions de démocratie, aux questions de paix, de gouvernance, de droits de l'homme. La francophonie touche également aux questions de coopération économique pour le développement. Alors, Excellence, la francophonie est-elle un atout pour l'Afrique aujourd'hui? Oui, la francophonie est un atout, peut-être pas seulement pour l'Afrique, mais pour l'ensemble de l'espace francophone. Je comprends que vous voulez mettre en exergue l'Afrique où l'on trouve le plus grand nombre de locuteurs de la langue française. Évidemment, dans sa mission première, qui est celle de faire la promotion de la langue française, une langue qui est pratiquée dans beaucoup d'enceintes internationales, enceintes auxquelles l'Afrique et les pays africains sont présents, que ce soit les organisations régionales, les organisations internationales, les organisations sous-régionales, et on trouve toujours le français comme langue de travail. Donc pour l'espace francophone africain, la francophonie est évidemment un atout, d'autant plus qu'elle assure la promotion de la langue française. Les missions de la francophonie ont largement évolué depuis des années. Elles touchent aujourd'hui aux questions de démocratie, aux questions de paix, aux questions de droits de l'homme. On voit comment il y a, surtout au niveau du continent africain, la résurgence, par exemple, des coups d'État. Ça, c'est, je ne sais pas si on peut le qualifier comme un recul à la démocratie. Et donc, dans les missions de la francophonie, liées par exemple à la gouvernance électorale,
et autres. Ce sont des missions qui doivent être vulgarisées dans les pays africains, dans tout l'espace sur ces francophone. ces questions très importantes que vous évoquez d'ailleurs, de la gouvernance électorale, de la démocratie, est-ce que la francophonie avance? Je pense que oui, la francophonie avance, la francophonie anticipe, la francophonie travaille beaucoup dans des pays qui sont en cours ou en période pré-campagne. La francophonie passe, la francophonie envoie des missions pour évidemment travailler sur ces questions de gouvernance électorale. Il y a des programmes entiers de formation sur ces matières. Donc ce sont des éléments très très positifs pour anticiper, pour prévenir sur ce que l'on voit souvent dans beaucoup de pays, pas seulement africains, et même ailleurs, des crises pré- ou post-électorales. Donc c'est une dimension importante des missions de la francophonie. Autre défi à relever de la francophonie, c'est aussi la coopération économique. On sent qu'elle avance aussi sur ce dossier? Bien évidemment, la francophonie sur le terrain avance bien dans ces dossiers. Et aujourd'hui, avec la politique très dynamique de cette organisation, fait aujourd'hui que la francophonie a même maintenant des représentations dans les pays membres. Et c'est pour suivre donc le développement de tous ces programmes et dans toute cette triple dimension donc culturelle, politique et économique. Donc il y a des évolutions. Il y a des évolutions. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde, dont 62% de francophones se trouvent en Afrique, vous l'avez souligné. Peut-on craindre aujourd'hui la disparition de nos langues nationales? Craindre la disparition de nos langues nationales, je ne pense pas, parce que dans la mission première qui essaie de la francophonie, c'est-à-dire que la mission de promotion de la langue française ne s'écarte pas de celle de la promotion culturelle et linguistique. Donc cette double dimension permet à la francophonie aussi de donner de l'espace à nos langues nationales et même locales, pourquoi pas. Vous pensez qu'on peut espérer aujourd'hui qu'il y ait dans l'éducation de certaines nations l'utilisation des langues nationales comme étant on utilise le français? Vous savez, il y a des pays, surtout les pays africains dont nous connaissons un peu bien les pratiques, il y a des pays qui juste par exemple, première année de scolarité, l'enseignement était dans les langues locales, sinon nationales. Ils ne passent à la langue officielle qui est la langue française ou une autre langue qu'à des niveaux un peu plus avancés. Donc c'est aussi pour préserver ces langues-là, et aussi encourager la pratique de ces langues dans notre environnement et autres. Je pense que le problème de la pratique de nos langues locales, c'est suivant les contextes. Quand vous allez dans des milieux ruraux, je prends le cas de l'Afrique, les langues locales, nationales sont toujours très présentes. C'est plutôt dans des familles urbaines ou citadines où il y a des effets, je ne vais pas appeler ça effet de mode ou comment, où souvent on éduque les enfants déjà dans les langues étrangères, où on peut dire la langue officielle, comme c'est le cas pour le français dans beaucoup de pays africains. Mais sinon, quand on va dans le monde rural, comme je le disais, les langues nationales et locales restent encore présentes. Maintenant, tout le problème, c'est de voir avec nos programmes
cela est organisé par le système éducatif, dans quelle langue enseigner, à partir de quand et comment faire. Ça, ce travail-là peut être fait entre les différents ministères de l'Éducation nationale, ensemble avec la francophonie, donc pour assurer la promotion de la langue française, mais sans oublier que nous avons les langues locales et nationales à pratiquer. On a suivi récemment au niveau de l'Union africaine, dans son dernier sommet, on a décidé que, par exemple, le swahili devienne une langue de travail au niveau de l'Union africaine. Et je pense que cette directive, au niveau des pays africains, on peut voir comment l'intérioriser, l'intégrer, par exemple, au niveau du système éducatif, pour que nous ayons des parfaits locuteurs de swahili, peut-être d'ici 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Et comme ça, les cadres de différents pays qui se rendront à Addis Abeba, dans le cadre des activités de l'Union africaine, qui soient à l'aise de communiquer dans cette langue, qui est une langue aussi très fédératrice, parce qu'il y a déjà beaucoup de pays qui parlent cette langue. Il y a des pays où cette langue passe avant les langues étrangères. Quand vous allez à l'est du continent, vous trouverez des pays où le swahili passe avant les langues étrangères. Alors, donc, si l'apprentissage du swahili peut s'étendre à tous les continents, et ça permettra qu'on ait une langue de travail que tout le continent va se partager. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la langue n'est pas un instrument de puissance? La langue est un instrument de communication, évidemment. La langue est un instrument de travail, professionnellement parlant. La langue, demain, sera, pour le cas par exemple du swahili, sera un élément très très dynamique dans les échanges, et les échanges économiques, les échanges commerciaux. Vous savez, le continent africain vient d'opter pour un grand espace commercial et économique, la ZLECAf. Alors, on est appelé à échanger, à intensifier, par exemple, le commerce intra-africain. Mais le commerce va avec la communication, il faut une langue pour échanger. On a vu, même dans nos contrées ici, le swahili déjà est né à partir des échanges commerciaux. Donc c'est une langue commerciale. Tout comme le lingala, qui a ses origines dans la région de l'Équateur, en République démocratique du Congo, mais et aujourd'hui qui est partagé pas seulement par nos deux pays, parce que si vous allez dans le sud de la République centrafricaine, vous trouverez des locuteurs en lingala. Pareillement, quand vous allez au nord, par exemple, de l'Angola, ou bien même du côté du Gabon, vous pouvez facilement tomber sur des locuteurs lingala, parce que c'est une langue aussi commerciale. Donc, en optant pour le swahili comme langue de travail au niveau de l'Union africaine, et en l'étendant à tout l'espace, par exemple, africain, et cela va faciliter les échanges commerciaux dans le cadre, par exemple, de la ZLECAf. On aura, par exemple, des produits commerciaux qui seront déclinés dans cette langue-là que d'ici 15 ans, 20 ans, tout le monde pourra comprendre ou accéder. Donc c'est important, une langue. Certains Africains pensent que la francophonie, c'est pour imposer la langue française. C'est une forme encore de colonisation culturelle. Moi, je ne pense pas que le débat soit là entre le panafricanisme ou toute autre forme de promotion des valeurs internationales. Je pense que le problème, c'est de rester dans la dynamique de développement
de cet espace, l'espace francophone, dynamique de développement en intégrant toutes les synergies pour qu'on aille de l'avant. Alors, monsieur l'ambassadeur, le thème retenu cette année, je l'ai dit au début de cette émission, la francophonie de l'avenir. Que vous inspire ce thème? Je pense que c'est un thème très intégrateur, un thème très dynamique et qui met au centre des préoccupations de la francophonie la jeunesse. Un thème qui met au centre des préoccupations de la francophonie la femme. Un thème qui met au centre des préoccupations de la francophonie la formation. Parce qu'on parle là de la francophonie de l'avenir. Et cette francophonie veut que nous ayons une jeunesse active, une jeunesse très très dynamique, une jeunesse bien formée, une jeunesse qui soit dans le temps du monde. Aujourd'hui, on parle des formations. Il faut que la jeunesse soit dans des dynamiques de formation qui l'emmènent à trouver facilement l'emploi. C'est surtout ça. Donc une jeunesse qui est capable de se prendre en charge aussi. Une jeunesse qui est capable de s'orienter en rapport avec les besoins d'emploi du monde actuel. On peut prendre par exemple un secteur comme le numérique. Et voilà, c'est un secteur qui est créateur d'emplois et dans divers de ses sous-ensembles, hein, que ce soit dans le hardware ou que ce soit dans le software. Donc, on donne la possibilité à la jeunesse de s'orienter vers des emplois, par exemple, qui sont garantis par le télétravail. Et donner la possibilité à la jeunesse de travailler même à distance. Et on est là dans une crise sanitaire qui a modifié énormément les relations sociales, les relations professionnelles. Et si vous avez par exemple un jeune qui est webmaster aujourd'hui, il n'est pas obligé de se déplacer de chez lui pour aller travailler chez son client, qu'il soit dans le pays ou à l'étranger. Monsieur l'ambassadeur, tout ça c'est beau, mais comment la francophonie peut aider à dynamiser ce secteur? La francophonie peut arriver à dynamiser ce secteur en travaillant sur ces programmes de développement de ce secteur du numérique. Encourager les jeunes à travailler dans ce secteur. Maintenant, nous disions aussi que la francophonie de l'avenir, c'est la femme, parce que la femme donne la vie, c'est la femme qui encadre cette jeunesse, c'est la femme qui élève l'enfant. La femme des milieux urbains est assez équipée. La femme du milieu urbain a l'infrastructure nécessaire pour assurer l'encadrement de la jeunesse, de l'enfance. Mais ce n'est pas toujours la même situation dans le monde rural. Hein. L'accès au numérique dans le monde rural est encore assez difficile. Hein. Dès qu'on quitte les zones urbaines, parfois on a des problèmes de connectivité, Internet, de bonne qualité de signal Internet. Donc il faut donner la possibilité à la femme rurale d'accéder à ces outils du monde moderne. Accéder, oui, mais il y a aussi une autre mission qui est fondamentale à l'endroit de la femme du milieu rural. Généralement, elle n'a pas toujours eu l'occasion, par exemple, d'aller à l'école. Donc elle ne saisit pas les données de la nature de la même façon que la femme urbaine. À l'époque, on voyait dans les campagnes
il y avait ce qu'on appelle encore alphabétisation. L'alphabétisation permet de récupérer les femmes qui n'ont pas eu la chance, l'occasion d'avoir une bonne scolarité. Donc même à un certain âge, à un âge avancé, à travers l'alphabétisation, on peut récupérer cette femme, on peut la réinsérer et on lui donne l'occasion de bien accompagner la jeunesse, de bien accompagner l'enfant qui naît dans ces milieux ruraux. Parce que quand vous donnez les chiffres, par exemple, des locuteurs du français dans le monde, on prend généralement le nombre d'habitants de chaque pays. Mais quand on va dans ces pays, ce n'est pas tous les habitants du pays qui sont des locuteurs parfaits du français. Je rappelle le nombre, c'est 300 millions mais voilà, de locuteurs francophones. Oui, mais quand vous allez dans les zones, rurales, dans le monde rural, tout le monde n'est pas à l'aise, par exemple, dans les langues étrangères. Et là, on parle du français, c'est un peu le cas. Aujourd'hui, même au niveau de l'école elle-même, ça devient un peu délicat. Il y a beaucoup de phénomènes, dont par exemple l'exode rural, qui fait que les familles entières, parfois, des enfants et autres, quittent le village pour les zones urbaines. Mais ils ne viennent pas toujours avec une bonne formation, ils ne sont pas toujours bien qualifiés et autres. Ils viennent chercher l'emploi alors qu'ils n'en ont pas la compétence. Alors que l'alphabétisation peut aider à réinsérer les couches sociales qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une bonne formation, d'être en harmonie avec le système éducatif. Donc la francophonie de l'avenir, c'est la jeunesse, mais la francophonie de l'avenir, c'est aussi la femme. La francophonie de l'avenir, c'est la formation. Essayer de mettre l'accent, par exemple, sur la formation technique et professionnelle, mettre l'accent sur des formations qui sont en même de réduire l'inadéquation entre la formation et l'emploi, que nous formions un produit qui sera exploitable, utilisable à la fin de la formation. Ça, c'est un peu la francophonie de l'avenir. De 1970 à 2005, la francophonie a subi quelques évolutions. Est-ce que dans ce thème aussi, la francophonie de l'avenir, on voit aussi une possible évolution par rapport aux défis futurs? Oui, les défis futurs sont des défis qui vont peut-être au-delà de la dimension culturelle qui était la vocation première. Aujourd'hui, on a parlé de démocratie, on parle de paix, on parle de la francophonie économique et autres. Évidemment, il faut s'y engager et la francophonie le fait déjà. On parlait là, par exemple, de tout ce que la francophonie fait en matière de gouvernance, par exemple, électorale. Et ce sont des campagnes qui sont menées pour réduire, par exemple, les crises. Merci beaucoup, Excellence. Merci d'avoir mis à notre disposition toutes ces informations sur l'Organisation internationale de la francophonie. Je rappelle que vous êtes ancien chef de mission diplomatique du Congo à Paris en France, en qualité de chargé d'affaires AI et représentant personnel AI du président de la République auprès de l'EIF dont le siège est à Paris en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement, mais avant, je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Je pense à Yann Boussati, qui était à la caméra, et Etox Armel Etokabeka, l'infatigable, qui est à la réalisation. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.